Motorcycle Club opère dans plus de 60 pays à travers le monde. Mais seuls 10 pays possèdent des clubs suffisamment puissants pour mener des guerres qui impliquent des civils, négocier des accords territoriaux avec les gouvernements ou survivre à des décennies d'application ciblée de la loi. Voici le classement définitif des pays les plus puissants en matière de clubs de motards dans le monde, mesuré par la violence, l'organisation, la portée criminelle et leur capacité à défier l'autorité de l'État. 10. Brésil. C'était le 12 juillet 2015 lorsque plusieurs membres d'Abutre MC, le plus grand club de motards hors la loi du Brésil, avec entre 2000 et 8000 membres, assistaient à un événement motocycliste. Soudain, des coups de feu ont éclaté. En un rien de temps, un membre d'Abutre MC est tombé et a été déclaré mort avant d'atteindre l'hôpital. Plusieurs autres ont été grièvement blessés. La police est alors arrivée et a commencé son enquête. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans cet incident. Lorsque les enquêteurs ont interrogé les témoins, personne ne s'est manifesté. Personne n'a rien vu. L'enquête a stagné et aucune arrestation n'a été effectuée. Mais il y avait une raison à ce silence. Abutre MC savait qui les avait attaqués et ils allaient régler le différend eux-mêmes sans impliquer les forces de l'ordre. C'est ainsi que les conflits territoriaux sont gérés dans la culture des clubs de motards hors la loi brésiliens. Mais Abutre MC n'est pas le seul club de motards opérant au Brésil. Le pays compte plus de 80 000 membres de clubs de motards. Les clubs brésiliens sont impliqués dans le trafic de drogue, la contrebande d'armes, l'extorsion, les agressions et le contrôle de la sécurité des festivals de moto. Abutre MC, fondé à São Paulo en 1989, est le plus grand club hors la loi d'Amérique latine. Asfalto MC regroupe environ 50 000 membres à l'échelle nationale. Hells Angels Brasil, établi à Rio de Janeiro en 1984, compte 400 membres portant les couleurs à travers São Paulo, Brasilia, Salvador et Manaus. Ce qui rend le Brésil puissant, c'est sa position en tant que porte d'entrée pour les clubs internationaux de motards entrant en Amérique du Sud. En 1984, lorsque Hells Angels a établi son chapitre de Rio de Janeiro en tant que 54e charter mondial, ils sont devenus le premier club international de motards hors la loi à opérer en Amérique du Sud. À cette époque, le Brésil était dominé par de puissants cartels de drogue. Primeiro Comando da Capital, PCC, et Comando Vermelho contrôlaient des routes de trafic valant des milliards. La plupart pensaient que la culture des clubs de motards américains ne pourrait pas survivre dans cet environnement. Mais ils avaient tort. Hells Angels a changé de stratégie et, au lieu de rivaliser avec les cartels, ils se sont intégrés dans l'infrastructure criminelle existante. Ainsi, ils prospèrent en travaillant aux côtés des cartels plutôt que contre eux. Inspirés par le succès du Brésil, les clubs internationaux se sont étendus en Argentine, au Chili, en Uruguay, en Équateur, au Pérou, en Colombie, au Paraguay et en Bolivie. Les clubs hors la loi brésiliens disposaient également d'autres sources de revenus. Ils contrôlent la sécurité des festivals de moto, possèdent des entreprises légitimes et exploitent des réseaux de distribution de drogue. Ils évoluent dans l'un des environnements de criminalité organisée les plus violents au monde, travaillant aux côtés de cartels qui génèrent des milliards chaque année. 9. Afrique du Sud. L'Afrique du Sud offrait quelque chose qu'aucune autre nation africaine ne pouvait fournir aux clubs internationaux de motards. Un accès non réglementé à l'éphédrine, le principal précurseur chimique pour la production de méthamphétamine. Les pharmacies sud-africaines vendaient de l'éphédrine, avec un contrôle minimal. Aucune prescription requise. Aucun suivi. Cela, combiné à des réglementations faibles sur les armes, a permis aux clubs d'armer des laboratoires de fabrication avec une puissance de feu de niveau militaire. Les lacunes réglementaires du pays ont créé l'environnement parfait pour une production de drogue à l'échelle industrielle capable d'alimenter les marchés internationaux. Lorsque Hells Angels South Africa a établi son chapitre de Johannesburg en août 1993,
Ils sont devenus le premier club international de motards hors la loi à opérer en Afrique. Le club s'est rapidement développé avec des chapitres dans le West Rand, Durban et Cape Town d'ici 1998. En plus des Hells Angels, The Nomads MC fonctionne comme l'un des clubs indépendants les plus influents du pays. Au total, plus de 100 000 membres enregistrés de clubs de motards opèrent désormais à travers l'Afrique du Sud. Mais ce que les Hells Angels ont trouvé était plus précieux qu'un simple territoire d'expansion. En 1997, Hells Angels South Africa a commencé à fabriquer de la méthamphétamine en grande quantité. Non pas une production artisanale, mais des opérations à l'échelle industrielle conçues pour les routes internationales de la drogue. Ils se sont intégrés dans la mafia des videurs de Johannesburg, un réseau criminel contrôlant l'industrie des boîtes de nuit de la ville, qui fournissait des façades commerciales légitimes et des canaux de distribution. Peter Conway, président du chapitre Nomads et membre de l'escouade d'exécution Filthy Few, a dirigé l'expansion. Conway et son équipe, Rob Reynolds et Michael Jethro Hall, auraient été les premiers véritables fabricants de méthamphétamine cristalline en Afrique du Sud. Ils contrôlaient la sécurité des boîtes de nuit, entretenaient des liens avec des forces de l'ordre corrompues et dominaient le commerce de la drogue dans la province de Gauteng, tout en opérant sous couvert d'entreprises légitimes. En novembre 1999, un réseau international de contrebande était opérationnel. Les Hells Angels sud-africains envoyaient par courrier express de la méthamphétamine cachée dans des peluches vers Flagstaff, en Arizona. La drogue, surnommée South African Brown, était distribuée à travers plusieurs États américains via les réseaux établis des Hells Angels, générant des produits valant des millions chaque année. Le réseau de contrebande a fonctionné pendant 2 ans, jusqu'à ce que la DEA le découvre en 2001. L'opération était devenue trop vaste pour rester cachée. Le 8 novembre 2002, les unités de lutte contre le crime organisé du service de police sud-africain ont mené des raids coordonnés à travers Johannesburg. 4 Hells Angels ont été arrêtés, dont Edward Jacobs, le président du chapitre de Johannesburg. 3 membres ont été surpris en train d'exploiter un laboratoire clandestin de drogue à Sandton. La police a saisi des fusils à pompe non autorisés, des fusils, des pistolets équipés de silencieux, des munitions, de la méthaquatinone, du daga, de la cocaïne, des comprimés de MDMA, des produits chimiques et équipements de fabrication, ainsi que 3 superbikes volés d'une valeur d'environ 1 million de rands. 8. Russie. La Russie a une longue histoire d'utilisation des groupes du crime organisés par le gouvernement comme outil de contrôle politique. Des gangs de prison de l'ère soviétique au réseau criminel moderne, le Kremlin a maintenu des relations avec des hors-la-loi, capables d'opérer au-delà des canaux officiels de l'État. Ce qui rend la scène des clubs de motards en Russie unique, c'est la manière ouverte dont cet arrangement fonctionne. Le gouvernement ne se contente pas de tolérer les clubs hors la loi. Il les finance, les honore et les déploie pour des opérations militaires. La Russie compte environ 150 000 membres de clubs de motards à l'échelle nationale. Le plus important est The Night Wolves MC. Il a été fondé à Moscou en 1989 par Alexander the Surgeon, Zaldastanov. Il compte environ 5000 membres répartis dans 45 chapitres à travers le monde. La relation entre le président Vladimir Poutine et les Night Wolves a commencé en 2009. Poutine a roulé avec les Night Wolves lors de rassemblements. Le club de motards s'est transformé en symbole du patriotisme russe et de la puissance militaire. Très vite, l'argent du gouvernement a commencé à affluer. En 2013, Poutine a décerné à Zaldastanov l'ordre d'honneur pour l'éducation patriotique de la jeunesse. Entre 2013 et 2015, les Night Wolves ont reçu plus d'1 million de dollars de subventions publiques pour organiser des spectacles promouvant le nationalisme russe, les valeurs chrétiennes orthodoxes et une idéologie anti-occidentale. Zaldastanov a été choisi comme porteur de flammes pour les Jeux olympiques de Sotchi 2014.
Même le drapeau des Night Wolves a été transporté jusqu'à la Station spatiale internationale. Puis est venu le véritable test de leur relation. Fin février 2014, Alexander Zaldastanov est arrivé à Sébastopol, en Crimée, en Ukraine, avec des membres de son club de motards. En quelques heures, il tenait des barrages routiers sur toutes les principales routes menant à la ville. Les Night Wolves n'étaient pas là pour un spectacle de moto. Ils étaient là pour aider la Russie à prendre la Crimée à l'Ukraine. Les membres des Night Wolves ont travaillé aux côtés de soldats russes non identifiés, contrôlant l'accès à la ville portuaire stratégique de la péninsule. Ils ont défendu des bâtiments gouvernementaux et recueilli des renseignements. En mars 2014, ils ont pris d'assaut une installation navale ukrainienne. Zaldastanov a personnellement coordonné la confiscation des armes aux côtés des forces russes. Le 18 mars 2014, la Russie a officiellement annexé la Crimée et en a fait une partie de son territoire. Poutine a décerné à Zaldastanov la médaille pour le retour de la Crimée, pour son rôle dans l'opération. Après l'annexion de la Crimée, les autorités de Sébastopol ont accordé aux Night Wolves 266,5 hectares de terrain, avec une remise de 99%. Une propriété valant des millions a été vendue au club pour environ 26 350 $. Le club a également reçu des contrats gouvernementaux pour assurer la sécurité et l'éducation patriotique de la jeunesse criméenne. En décembre 2014, les États-Unis ont sanctionné les Night Wolves pour des attaques contre des infrastructures ukrainiennes et le recrutement de combattants séparatistes. Le Canada et l'Union européenne ont suivi avec des sanctions et des interdictions de voyage. Les Night Wolves ont prouvé que les clubs de motards pouvaient devenir des milices d'État. Ils ont montré au gouvernement autoritaire comment utiliser les clubs de motards comme des instruments déniables de violence et de contrôle politique. 7. Japon. Le Japon a toujours maintenu une image de l'une des sociétés les plus respectueuses des lois au monde. Faible taux de criminalité, citoyens respectueux, ordre social strict. Mais sous cette surface, le Japon a développé une culture de gangs de motards unlike anywhere else in the world. Les clubs internationaux de motards comme Hells Angels ont cherché à s'établir au Japon. En avril 1985, 20 membres américains et britanniques des Hells Angels se sont rendus à Tokyo pour évaluer un groupe de motards japonais en vue d'une éventuelle adhésion. Ils ont finalement décidé de ne pas leur accorder de charter. Les barrières culturelles du Japon, le contrôle enraciné des yakuza sur le crime organisé et le système de gang Bosozoku déjà établi rendaient impossible l'implantation des clubs occidentaux. Ainsi, au lieu que Hells Angels ou Bandidos contrôlent les rues japonaises, les Bosozoku ont rempli ce rôle. Ce n'étaient pas des clubs de motards traditionnels, avec des membres adultes et des chapitres internationaux. Il s'agissait de gangs de motards adolescents qui opéraient avec une précision militaire, alimentaient en recrues les vastes syndicats du crime organisé japonais et contrôlaient 80% de toute la criminalité juvénile grave à l'échelle nationale. L'un des incidents les plus notoires s'est produit en 1999, lorsque 1000 membres Bosozoku, les gangs de motards notoires du Japon, sont arrivés au festival annuel Ebisu Matsuri, à Hiroshima armés de pierres, de cocktails Molotov, d'épées en bois et de tuyaux métalliques. Lorsque la police a tenté de les disperser, les gangs ont refusé. Les agents ont avancé avec des boucliers. Les Bosozoku ont attaqué. Pendant 3 jours et 3 nuits, des affrontements continus ont paralysé des quartiers entiers. En 1999, les Bosozoku contrôlaient 80% de tous les crimes graves commis par des jeunes au Japon. Meurtres, agressions, extorsions et vols. À leur apogée en 1982, le Japon comptait 42 510 membres Bosozoku répartis dans des centaines de gangs au sein de fédérations nationales. Mais les chiffres bruts n'expliquent ainsi pas la puissance du Japon. Les gangs de motards japonais fonctionnaient comme le canal officiel de recrutement pour les yakuza, les vastes syndicats du crime organisé du Japon. Cette relation entre les gangs de motards et les yakuza,
trouve ses racines dans le Japon d'après-guerre. Lorsque la Seconde Guerre mondiale s'est terminée, des pilotes kamikazes et des vétérans formés à une discipline militaire stricte se sont tournés vers les motos. La vitesse et le risque recréaient l'adrénaline qu'ils avaient ressentie au combat. Ces premiers groupes de la fin des années 1940 et du début des années 1950 s'appelaient Kaminari-Zoku, tribu du tonnerre. Dans les années 1960 et 1970, des motards plus jeunes ont rejoint les rangs. La démographie est passée des vétérans aux adolescents. Les gangs japonais fonctionnaient selon des codes de guerriers Bushido et une discipline militaire. Ils portaient des uniformes inspirés des tenues de pilotes kamikazes, arborant des drapeaux du soleil levant et des slogans en kanji. Des hiérarchies strictes contrôlaient des centaines de membres. En 1982, l'effectif avait atteint un pic de 42 510 membres à travers des gangs comme Black Emperor, Fascist et Witherman. Des gangs féminins comme White Snake Ladies et Black Rose Racing opéraient également à leur côté. Ils contrôlaient les rues du Japon grâce à des opérations coordonnées. Des cortèges massifs impliquaient 100 motards se déplaçant en formation à 7 km/h, bloquant des villes entières. Les opérations les plus importantes impliquaient 600 participants avec des rôles définis, des itinéraires planifiés et une coordination précise. Les Yakuza avaient besoin de recrues formées à la violence, loyales à la hiérarchie et prêtes à obéir aux ordres. Dans les années 1990, environ un tiers de toutes les recrues Yakuza provenaient des rangs Bosozoku. Les gangs payaient des tributs mensuels aux chefs Yakuza, allant de centaines à des milliers de dollars. En retour, les Yakuza offraient protection et emploi dans des opérations nécessitant une dénégation plausible. À l'âge de 20 ans, les meilleurs membres Bosozoku recevaient des offres officielles de recrutement de la part des Yakuza. De 1996 à 2000, la criminalité grave liée au Bosozoku a plus que doublé. Les rassemblements du Nouvel An paralysaient des villes entières. Ils attaquaient des postes de police et coordonnaient des assauts contre des gangs rivaux. En 1999, ils contrôlaient 80% de la criminalité juvénile grave à l'échelle nationale. Mais cette puissance en a fait une cible. En 2004, le Japon a adopté des lois révisées sur la circulation routière visant à freiner les Bosozoku. La police pouvait arrêter des groupes entiers pour conduite dangereuse sans prouver des infractions individuelles. Les ordonnances d'interdiction des Bosozoku faisait du port d'uniforme un motif d'arrestation. En 2013, la police a reclassé les Bosozoku comme organisation pseudo-yakuza, appliquant les lois sur le crime organisé aux membres adolescents des gangs. L'appartenance seule est devenue criminelle. Peu après, le nombre de membres est tombé à un sixième de son niveau maximal. En 2015, il ne restait plus que 6 771 membres. En 2020, des rassemblements qui attiraient autrefois des milliers de participants n'en attiraient plus que 53. Le Japon a accompli quelque chose d'inédit. L'élimination complète de la culture des gangs de motards par une guerre juridique systématique en 3 décennies. Ils sont devenus si puissants que le gouvernement n'a eu d'autre choix que de les éradiquer. 6. Australie. L'Australie est la plus grande nation insulaire du monde, géographiquement isolée des principales routes de trafic de drogue qui alimentent les marchés européens et nord-américains. Mais cet isolement a créé quelque chose d'unique. Les clubs de motards australiens n'ont pas attendu l'arrivée d'organisations internationales pour dominer. Ils ont construit les leurs. Le Comanchero Motorcycle Club, fondé à Sydney en 1966, et le Rebel MC, établi à Brisbane en 1969, sont devenus si puissants qu'ils se sont ensuite étendus à l'international. L'Australie est devenue le seul pays où des clubs de motards locaux opèrent aux côtés d'organisations internationales comme Hells Angels, Bandidos, Finks et Mongols. L'Australie compte environ 3500 membres portant des couleurs réparties dans 35 clubs. Le Rebel MC compte environ 2000 membres, ce qui en fait le plus grand club du pays. Le Comanchero MC compte environ 300 membres répartis dans des chapitres en Australie occidentale.
Victoria et Australie méridionale. Les Bandidos possèdent 45 chapitres avec jusqu'à 400 membres. Hells Angels Australia compte environ 250 membres répartis dans 14 chapitres. Le conflit qui allait définir la culture des clubs de motards australiens a commencé par des luttes de pouvoir internes. Le président des Comancheros, William Jock Ross, dirigeait son club avec un contrôle autoritaire extrême. C'était un passionné de militaire qui exigeait des membres qu'ils participent à des exercices paramilitaires hebdomadaires. Il a formé une strike force d'élite composée de membres particulièrement durs. De nombreux Comancheros ont rejeté son style de leadership. En 1983, un second chapitre Comanchero s'est formé sous la direction d'Anthony Snoddy Spencer, qui a contesté l'autorité de Ross. Les tensions se sont intensifiées tout au long de l'année. Spencer et ses partisans ont finalement visité plusieurs clubs hors la loi aux États-Unis et ont contacté le président national des Bandidos, Ronnie Hodge. Après correspondance, Spencer a reçu l'autorisation d'établir le premier chapitre australien des Bandidos et d'en devenir le président national. Les nouveaux membres Bandidos ont ensuite brûlé leur couleur Comanchero lors d'un acte cérémoniel. Ross et les Comancheros restants ont considéré la défection comme une trahison. Les attaques de Clubhouse et la violence se sont poursuivies tout au long de 1984. En août, Ross et Spencer auraient déclaré la guerre lors d'un appel téléphonique. 2 septembre 1984. Fête des Pères en Australie. Le Viking Tavern à Milperra, une banlieue sud-ouest de Sydney, accueillait une rencontre de clubs de motards britanniques prévue à 10 heures. Des passionnés de motos et leurs familles s'étaient un peu rassemblés pour voir les motos. Vers 13 heures, 19 membres armés des Comancheros sont entrés dans le parking et ont pris position en se cachant. Utilisant des talkies-walkies pour communiquer, Ross avait l'intention de se tenir à découvert pour donner l'impression qu'il était seul. Il prévoyait d'attirer les Bandidos dans un mouvement en tenaille. Lorsque les Bandidos sont arrivés, les 2 camps ont ouvert le feu dans le parking. La fusillade a duré plusieurs minutes. 7 personnes sont mortes. 4 membres des Comancheros, John MacArthur, Ivan Romsek, Robert Carroll et Ray Campbell. 2 membres des Bandidos, Gregory Shadow Campbell et William Mario Cianter. Et Leanne Walters, une adolescente de 14 ans qui vendait des billets de tombola lors de l'événement. 28 autres personnes ont été blessées. Le massacre a été observé par des dizaines de civils, dont des familles avec enfants. La police a arrêté 43 personnes. Le procès est devenu l'un des plus importants de l'histoire australienne. Le boxeur médaillé d'or des Jeux du Commonwealth, Philip Knuckles McElwain, a été reconnu coupable uniquement de troubles à l'ordre public. En 1989, 3 Comancheros ont fait appel de leur condamnation pour meurtre, l'accusation étant réduite à homicide involontaire. En 1992, Ross a été le dernier à être libéré après avoir purgé 5 ans et 3 mois. Le massacre de Milperra a entraîné des changements significatifs dans les lois sur les armes. Le New South Wales Firearms and Dangerous Weapons Act 1973, qui permettait aux propriétaires enregistrés de porter des armes en public, a été modifié pour exiger une bonne raison pour la délivrance d'une licence. La violence s'est poursuivie dans la génération suivante. En 2008, les tensions entre Hells Angels et Comancheros sont intensifiées par des attaques de représailles. En février 2009, une explosion a détruit la façade du Clubhouse City Crew des Hells Angels à Petersham. 4 jours plus tard, 4 hommes portant les couleurs des Hells Angels ont tiré dans les genoux d'un homme de 33 ans, près d'un salon de moto chrétien à Silverwater. La violence se dirigeait vers une nouvelle confrontation publique. Finalement, le 22 mars 2009, à l'aéroport de Sydney, Terminal 3, le président national des Hells Angels, Derek Wainohu, et le président national des Comancheros, Mahmoud Mick Howie, étaient tous deux à bord du vol Qantas 430 de Melbourne à Sydney. Pendant le vol,
Les deux hommes ont échangé des paroles et des regards hostiles. Les deux ont envoyé des messages à leurs membres au sol, demandant du renfort à l'aéroport de Sydney. Lorsque l'avion a atterri à 13h30, des renforts attendèrent des deux côtés. 12 membres des Comancheros ont affronté 5 Hells Angels et leurs associés près de la porte 5. Les groupes ont échangé insultes et menaces, se bousculant. Anthony Zervas, un associé de 29 ans des Hells Angels, via son frère Peter, avait conduit depuis Wollongong après avoir reçu l'appel de Wainohu. Quelqu'un aurait crié « He's got a nug ». Argo Biki pour « arme » écrit à l'envers. Les Comancheros ont arraché des bornes métalliques du sol du terminal et les ont utilisées comme armes. Ils ont attaqué avec des poings américains, des ciseaux, une matraque et un manche de balai aiguisé. Anthony Zervas a été battu avec une borne métallique de 17 kg et poignardé à la poitrine et à l'abdomen. Zervas est mort sur place. La police a arrêté 6 membres des Comancheros. En novembre 2011, Mahmoud Mick Hawi a été reconnu coupable de meurtre. La condamnation a ensuite été annulée en appel. Hawi a plaidé coupable d'homicide involontaire en mars 2015 et a reçu une peine minimale de 3,5 ans. En février 2018, Hawi a été abattu à l'âge de 37 ans alors qu'il était assis dans sa voiture devant une salle de sport à Rockdale. En 2012, l'Australie a adopté une législation anti-bikie, interdisant l'entrée à toute personne portant des patchs, bijoux ou objets représentant des clubs de motards hors la loi spécifique. Le Queensland a adopté le Criminal Law, Criminal Organizations Disruption, Amendment Act 2013. En 2015, l'Australie méridionale a déclaré 10 groupes, dont les Bandidos, comme organisation criminelle en vertu des lois anti-gang. L'Australie a développé certaines des lois anti-club de motards les plus strictes au monde. Porteur des insignes de club est devenu un motif d'arrestation. Les Comancheros se sont étendus en Nouvelle-Zélande, en Mantinouassassit, Serbie et en Bosnie. Les rebelles sont devenus le plus grand club hors la loi du pays. Les clubs australiens ont déplacé leurs opérations vers l'Asie du Sud-Est, établissant des chapitres à travers le Pacifique. Ils continuent de faire passer des drogues valant des millions en Australie depuis des bases offshore, utilisant le même isolement géographique qui limitait autrefois leur accès aux marchés internationaux comme protection contre la coopération des forces de l'ordre. 5. Royaume-Uni. Le Royaume-Uni compte plus de 700 clubs de motards actifs avec environ 210 000 membres à l'échelle nationale. Les Blue Angels, fondés à Glasgow en 1963, sont le plus ancien club hors la loi d'Europe. D'autre part, Hells Angels England coordonne des opérations internationales de trafic de drogue à travers le continent. Ces clubs contrôlent des industries légitimes, sociétés de sécurité, entreprises de construction et festivals de motos, générant des millions de revenus annuels. Ils se sont intégrés si profondément dans les économies régionales que les démantelés feraient s'effondrer des industries entières. Les Blue Angels contrôlaient Glasgow, avec des chapitres internationaux et des connexions au crime organisé à travers l'Europe. En 2018, ils avaient systématiquement absorbé des clubs plus petits comme Road Mutts et Tribe par intimidation. Lorsque des clubs refusaient de rejoindre, les Blue Angels envoyaient Ian Ewing. Ewing était un membre full patch de 44 ans des Blue Angels, avec une réputation d'exécution violente. Il s'occupait des conflits territoriaux qui ne pouvaient pas être négociés. Dans le nord-est de l'Écosse, les Blue Angels ont rencontré une résistance. Là, le nomade MC contrôlait Aberdeen depuis 1966. En septembre 2018, Cullen, Banffshire. 4 membres des nomades roulaient dans ce qu'ils considéraient comme un territoire neutre. Colin Sutherland, John Sutherland, Nicky Sirat et Edward Forrest. Tous membres avec patch. Par coïncidence, plus tôt ce jour-là, les Blue Angels avaient été agressés par des attaquants inconnus. Ewing soupçonnait les nomades d'être impliqués. Ce que les 4 motards ne savaient pas,
c'est Kian Ewing les observait. Et cette fois, l'exécuteur violent des Blue Angels n'était pas intéressé par une discussion. Ewing a accéléré sa voiture et a percuté les motos. Les motards se sont écrasés sur la chaussée. Avant qu'ils ne puissent se relever, Ewing et d'autres membres des Blue Angels ont attaqué avec des marteaux et des battes de baseball. Les 4 nomades ont dû être transportés par hélicoptère à l'hôpital, avec de graves blessures. La police a arrêté Ewing immédiatement. Lors du procès, les procureurs ont prouvé que l'attaque était une vengeance préméditée pour l'agression précédente contre les membres des Blue Angels. Kian Ewing a été reconnu coupable de tentative de meurtre et condamné à 7 ans de prison. L'attaque n'était pas une vengeance personnelle. Il s'agissait de protéger des revenus. Les festivals de moto à travers le Royaume-Uni génèrent des millions chaque année. Les vendeurs peinent à des frais pour opérer. Les contrats de sécurité d'une valeur de centaines de milliers sont attribués à des entreprises liées. Les sponsors passent par des entreprises contrôlées par les clubs. Les Blue Angels absorbaient des clubs plus petits, spécifiquement pour étendre leur contrôle sur ces festivals. Lorsque les nomades ont refusé de céder les opérations de festival d'Aberdeen, les Blue Angels ont éliminé l'obstacle. Kian Ewing a purgé 7 ans. Les Blue Angels ont continué à opérer. Ils ont absorbé le coût de la perte d'un exécutant et poursuivi leur expansion territoriale dans le nord-est de l'Écosse. Les clubs britanniques fonctionnent comme des entreprises criminelles avec une infrastructure commerciale et un pouvoir économique légitime. Ils calculent les coûts, éliminent la concurrence et traitent la violence comme une dépense d'entreprise. 4. Allemagne. L'Allemagne se situe au cœur de l'Europe avec un accès direct au marché d'armes d'Europe de l'Est, aux routes de drogue méditerranéennes et à la base de consommateurs la plus riche du continent. Les clubs de motards allemands opèrent dans un pays où une application stricte de la loi coexiste avec d'énormes flux de revenus du crime organisé, circulant dans des quartiers de prostitution valant des centaines de millions chaque année. L'Allemagne compte environ 300 000 membres de clubs de motards. Le Hells Angels MC Germany regroupe environ 1000 membres, répartis dans des dizaines de chapitres. Le Bandidos MC Germany contrôle un Germany, territoire important dans le nord et l'ouest. Outlaws MC opère dans tout le pays. Le Gremium MC, d'origine locale, rivalise pour le contrôle des boîtes de nuit, des réseaux de distribution de drogue, des réseaux de prostitution et des systèmes d'extorsion. Ces clubs fonctionnent avec une infrastructure criminelle sophistiquée. Nekati Arabasi, membre turco-allemand des Hells Angels, et a construit un réseau de prostitution s'étendant de Francfort à la région de la Ruhr. La police allemande l'a arrêté en 2002. Après son arrestation, les procureurs l'ont inculpé de traite d'êtres humains et de racket. Il a été condamné à 9 ans de prison en 2004. Arabasi a continué à gérer des bordels depuis sa cellule de prison. Il a même engagé un tueur à gages pour assassiner le procureur qui l'avait condamné. La police a découvert le complot grâce à des salles de visite de prison, mises sur écoute. L'Allemagne a finalement expulsé Arabasi vers la Turquie en 2007. De là, il est devenu président de Hells Angels MC Nomads Turkey et a émergé comme un leader européen potentiel après l'arrestation de Frank Henbutt en 2013. L'Espagne a émis un mandat d'arrêt européen contre Arabasi en 2015. Nekati Arabati opère désormais librement depuis Monaco, tandis que les procureurs européens restent impuissants à l'atteindre. Les clubs allemands ne se contentent pas de mener des opérations sophistiquées. Ils font la guerre. Ce que la police allemande a appelé la guerre des rockers a éclaté en 2009 lorsque les tensions entre Hells Angels et Bandidos ont explosé en guerre ouverte dans les villes allemandes. Août 2009 a marqué le premier meurtre majeur. Le président des Bandidos de Berlin, Michael B., un homme de 33 ans qui avait fait défection des Hells Angels, a été poignardé et abattu à mort à Hohenschönhausen. Septembre 2009 a vu une autre exécution. Un déserteur rentrait du supermarché avec des courses lorsqu'il a été renversé par derrière, poignardé à la cuisse, puis abattu dans le dos. La balle a traversé son cœur.
Il a parcouru 100 mètres en titubant avant de s'effondrer dans la rue. Octobre 2009 a poursuivi l'effusion de sang. Un membre des Bandidos a été exécuté d'une balle dans la tête dans le quartier rouge de Duisburg. Le même mois, la police a perquisitionné à Flensburg et découvert un dépôt d'armes contenant des explosifs, 5 mitrailleuses, 10 fusils à pompe, des revolvers, des pistolets et d'importants stocks de munitions. Tout au long de 2010, la violence s'est encore intensifiée. Des combats au couteau et à la machette ont entraîné des quasi-amputations de membres. Des hommes masqués se sont présentés au siège des Bandidos de Berlin à 5 heures du matin avec des lance-flammes et ont incendié le bâtiment tout en tirant des coups de feu. Lors du réveillon du Nouvel An à Düsseldorf, une bataille de rue entre les clubs a laissé un passant avec une balle dans la poitrine. La guerre a atteint son apogée le 10 janvier 2014. 13 hommes sont entrés dans le Wet Café Expect, un salon de Paris dans le quartier de Reinickendorf à Berlin. Ils étaient partiellement masqués et ont franchi la porte d'entrée avec détermination en plein après-midi. À l'intérieur, des personnes étaient assises devant des machines à sous, insérant des euros dans les appareils. Aucun d'eux n'a remarqué les hommes se dispersant dans la pièce. Aucun n'a vu les armes. Les 13 hommes n'étaient pas là pour l'argent. Ils étaient là pour une seule personne, un homme de 26 ans assis dans un coin. Il a levé les yeux au moment où ils l'ont entouré. Les caméras de surveillance ont capturé tout ce qui s'est passé ensuite. Les hommes ont ouvert le feu et ont tiré plusieurs fois sur la cible, tandis que les clients criaient et cherchaient à se mettre à l'abri. Lorsque la police est arrivée, la victime était morte au sol. La police a arrêté 10 membres des Hells Angels en quelques jours. En octobre 2019, 8 d'entre eux ont été condamnés à la réclusion à perpétuité. Kadir Padir, le chef de chapitre de 35 ans, a été reconnu coupable d'incitation au meurtre. L'exécution ne concernait ni territoire ni drogue. La victime avait commis la trahison ultime dans la culture des clubs de motards allemands. Il était passé des Hells Angels aux Bandidos. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit, révélant ce que les clubs de motards allemands valorisent réellement. En 2010, Kadir Padir a orchestré une défection massive. 70 membres des Bandidos ont abandonné leur club pour rejoindre les Hells Angels. Cela s'est produit après des années de violence féroce entre les deux organisations. D'anciens ennemis qui avaient tenté de s'entretuer à la machette portaient soudain les mêmes couleurs et opéraient ensemble. Selon un enquêteur criminel, avec un tel passé, le fait que ces hommes s'unissent aujourd'hui comme si de rien n'était montre qu'au final, tout ce qui compte pour eux, c'est l'argent. La fusion avait un sens stratégique. Les clubs de motards allemands contrôlent les entrées des boîtes de nuit dans les grandes villes. Quand vous contrôlez les entrées, vous contrôlez qui entre. Quand vous contrôlez qui entre, vous contrôlez la distribution de drogue à l'intérieur. Les Bandidos, ayant fait défection, ont apporté quelque chose de précieux avec eux, des contacts clés de l'industrie. Les Hells Angels ont gagné non seulement des membres, mais aussi des réseaux de renseignement qui auraient pris des années à construire. Les clubs de motards allemands opèrent avec un niveau de violence publique que la plupart des pays ne toléreraient pas. Ils exécutent des rivaux dans des salons de Paris, en présence de clients. Ils stockent des armes de niveau militaire dans des zones résidentielles. Ils utilisent des lance-flammes dans des quartiers à 5 heures du matin. Ils gèrent des réseaux criminels internationaux si sophistiqués que les mandats d'arrêt européens deviennent inutiles lorsque les membres peuvent se relocaliser dans des pays qui refusent l'extradition. Et lorsque les guerres entre clubs deviennent trop coûteuses, ils fusionnent même d'anciens ennemis en une seule organisation, si cela protège les revenus. 8 personnes ont été condamnées à la prison à vie pour l'exécution de janvier 2014. Les images de surveillance ont été diffusées au tribunal. Et les Hells Angels ont continué à opérer, à recruter et à contrôler les boîtes de nuit et les réseaux de drogue dans l'un des pays les plus riches d'Europe. 3. Danemark. Le Danemark est un petit pays nordique avec une population de 6 millions d'habitants, l'un des niveaux de vie les plus élevés au monde et une réputation de stabilité sociale. Mais dans les années 1990, le Danemark est devenu le théâtre de l'une des guerres de clubs de motards les plus violentes de l'histoire européenne.
Une guerre qui s'est terminée non pas par une intervention policière, mais par un accord de paix formel, qui a divisé tout le pays en territoires contrôlés. Le conflit a commencé en 1993, lorsque Bandidos MC Denmark a été fondé, contestant immédiatement le contrôle des Hells Angels sur le territoire danois. Ce qui a suivi fut des années de violence croissante, fusillades dans les rues, coups de couteau dans des lieux publics, attentats à la bombe secouant des quartiers résidentiels. En 1997, 11 meurtres et 74 tentatives de meurtre avaient été commis à travers la Scandinavie. Le 10 mars 1996 a marqué l'une des attaques les plus audacieuses de la guerre. Des membres des Bandidos revenaient d'un week-end à Helsinki et traversèrent l'aéroport de Copenhague. 6 membres et associés des Hells Angels les attendaient dans le terminal. Ils ont ouvert le feu en plein milieu de l'aéroport, blessant 3 bandidos et tuant Uffe Larsen de plusieurs balles alors que les voyageurs fuyaient dans la panique. La police a arrêté 6 membres des Hells Angels. Ils ont été reconnus coupables et condamnés à un total de 53 ans de prison, dont 1 à perpétuité. Mais la fusillade de l'aéroport était loin d'être le pire incident. 3 mois plus tard, lors d'une soirée de printemps en 1996, des membres des Bandidos ont lancé une roquette anti-char dans un clubhouse des Hells Angels, lors d'une fête réunissant plus de 150 personnes. Le missile a traversé les murs en béton et a explosé à l'intérieur. 2 personnes ont été tuées dans l'explosion. Louis Lind Nielsen, un prospect des Hells Angels, est mort sur le coup. Jan Krohn, une mère célibataire locale qui avait accepté une invitation à l'événement, est également décédée. 19 autres personnes ont été blessées, dont le président national des Hells Angels Denmark. Jan Krohn a été la première non-combattante tuée dans le conflit. La Rocker Act permettait à la police d'expulser les motards de leur clubhouse et d'interdire aux clubs de motards de posséder ou louer des biens immobiliers. Mais la violence a continué jusqu'en 1997. La guerre semblait sans fin. Puis, le 25 septembre 1997, quelque chose d'inattendu s'est produit. Big Jim Tindan, président des chapitres européens des Bandidos, et le président de Hells Angels Europe Bent Blondie, Svan Nielsen, se sont assis devant les caméras de la télévision danoise. Ils ont signé un accord de paix et se sont serré la main. Ce qu'ils ont annoncé publiquement était un cessez-le-feu. Ce qu'ils ont négocié en privé était bien plus important. Ils avaient créé un accord territorial secret, divisant les grandes villes du Danemark en territoires Hells Angels, territoires Bandidos et zones partagées. La guerre a pris fin, non pas par une victoire policière, non pas par des arrestations. 2 clubs de motards avaient partagé le pays comme des dirigeants d'entreprises divisant des parts de marché. Le Danemark fonctionne désormais différemment de la plupart des pays de cette liste. Les Hells Angels MC Denmark et Bandidos MC Denmark contrôlent des territoires entiers par des accords formels qui fonctionnent comme des contrats. En 2013, 16 ans après l'accord initial, ils ont renouvelé les divisions territoriales avec un nouvel accord public. Ces frontières dictent qui contrôle quelle ville et région. Les 2 clubs ont construit des structures organisationnelles sophistiquées. Les Hells Angels ont créé AK81 comme club satellite en 2007. Les membres n'ont même pas besoin de moto pour rejoindre. Ils doivent simplement être prêts à travailler pour les Angels. Les Bandidos ont créé Mexican Teamwork en 2013 comme équivalent. Ces clubs satellites gèrent les opérations de rue, tout en maintenant une dénégation plausible pour les organisations principales. 2. Canada. Le Canada partage la plus longue frontière non défendue du monde avec les États-Unis, offrant un accès direct au marché de la drogue le plus rentable de la planète. La vaste géographie du pays, l'application décentralisée de la loi à travers les provinces et la proximité des grandes villes américaines ont créé des conditions parfaites pour que les clubs de motards construisent des réseaux de trafic valant des centaines de millions chaque année. Ce qui s'est produit au Québec dans les années 1990
a prouvé que les clubs canadiens pouvaient opérer avec des ressources et une violence rivalisant avec les familles traditionnelles du crime organisé. Le Canada compte plus de 200 000 membres de clubs de motards. Les Hells Angels exploitent 34 chapitres à travers le pays, avec plus de 1200 membres full patch. Bacchus MC contrôle des territoires dans le Canada atlantique. Outlaws MC maintient des chapitres en Ontario. Le conflit qui allait définir la puissance des clubs de motards canadiens a commencé en 1994. Salvatore Cazzetta, fondateur du Rock Machine MC, a été arrêté pour tentative d'importation de 11 tonnes de cocaïne d'une valeur de 275 millions de dollars. Avec Rock Machine temporairement, sans direction, Maurice Mom Boucher, président du chapitre montréalais des Hells Angels, a vu une opportunité. Boucher a lancé un ultimatum au Rock Machine. Abandonnez votre activité de drogue ou faites face à un bain de sang. Rock Machine a refusé. 13 juillet 1994. 3 membres du Rock Machine sont entrés dans un magasin de motos du centre-ville de Montréal et ont abattu Pierre Daoust, membre des Death Riders, un club de soutien des Hells Angels. Le lendemain, Rock Machine a tenté de tuer un autre membre des Hells Angels. Quelques heures plus tard, la police a arrêté plusieurs membres du Rock Machine qui tentaient de faire exploser un clubhouse des Hells Angels avec des explosifs et des détonateurs. En quelques semaines, chaque chapitre des Hells Angels au Québec a voté pour entrer en guerre. Boucher a créé le chapitre Nomads, une unité mobile d'élite sans territoire fixe, composée de membres vétérans sélectionnés pour leur volonté de tuer. L'adhésion aux Nomades exigeait des preuves. Il fallait commanditer des meurtres démontrant une loyauté absolue. Tout au long de 1995, la violence s'est intensifiée à Montréal. Des fusillades se produisaient en plein jour dans des rues fréquentées. Des voitures piégées explosaient dans des quartiers résidentiels. La guerre a transformé la deuxième plus grande ville du Canada en champ de bataille. 9 août 1995. Daniel Desrochers, âgé de 11 ans, jouait dehors près d'un jeep stationné dans une rue de Montréal. Il ne savait pas que le véhicule était piégé. Il ne pensait pas qu'il s'agissait d'une bombe destinée à des motards rivaux. La bombe a explosé. Daniel est décédé 4 jours plus tard à l'hôpital. L'indignation publique a explosé à travers le Québec. Lorsque la guerre s'est terminée, en 2002, 162 personnes étaient mortes, dont 9 civils. Il y a eu 84 attentats à la bombe, 130 incendies criminels et 20 disparitions à travers le Québec. Il a intensifié le conflit. En 1997, Boucher a ordonné quelque chose d'inédit dans le crime organisé canadien. Il a ordonné le meurtre de gardiens de prison. Et le 26 juin 1997, lorsque la gardienne Diane Lavigne rentrait chez elle après son service à la prison de Bordeaux à Montréal, un homme à moto l'a abattu. Dans un incident distinct le 8 septembre 1997, les gardiens Pierre Rondeau et Robert Corriveau ont été pris en embuscade alors qu'ils conduisaient un fourgon de transport pénitentiaire. Rondeau a été tué, Corriveau a survécu. La stratégie de Boucher était calculée. Si les gardiens de prison n'étaient pas en sécurité, tout le système judiciaire du Québec s'effondrerait sous la peur. En 2001, l'opération Printemps a conduit à 139 arrestations de membres et associés des Hells Angels à travers le Canada. En 2002, Maurice Boucher a été reconnu coupable de meurtre au premier degré pour avoir ordonné la mort des gardiens de prison. Il a reçu 3 peines de prison à vie concurrentes, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. La guerre des motards du Québec a démontré comment les clubs de motards canadiens opèrent avec les ressources et l'organisation des familles mafieuses traditionnelles. Les Hells Angels ont coordonné avec la mafia montréalaise, notamment la famille criminelle Rizzuto, pour contrôler l'importation et la distribution de cocaïne à travers la province. Ils ont créé des clubs satellites sophistiqués, tels que les Rockers et Evil Ones, pour protéger les membres full patch des poursuites. Ils ont recruté des tueurs à gages professionnels comme Serge Quesnel, payé,
$500 par semaine, plus 10 000 $ par meurtre. Le Québec est devenu connu dans le monde des motards comme la zone rouge, l'endroit le plus dangereux en Amérique du Nord pour le crime organisé. Un tueur à gages des Outlaws a un jour déclaré qu'il avait peur d'aller à Montréal. Aujourd'hui, les chapitres canadiens des Hells Angels négocient avec les gangs de rue plutôt que de les combattre. Ils ont appris de la guerre des motards du Québec que la violence attire l'attention et nuit au profit. Ils contrôlent les territoires par des accords, des clubs satellites et un pouvoir économique. La guerre qui a fait 162 morts, bombardé 84 sites et assassiné des employés de l'État, a appris au club de motards canadiens que les opérations sophistiquées génèrent plus de revenus que le bain de sang. 1. États-Unis. Tous les clubs de motards hors la loi dans le monde trouvent leurs racines aux États-Unis. Les patchs, la hiérarchie, l'identité, One Per Center, le rocker en 3 pièces, tout cela a été inventé en Amérique. Lorsque les Hells Angels ont été fondés à Fontana, en Californie, le 17 mars 1948, ils ont créé le modèle que chaque club, du Brésil au Japon, allait copier. Les États-Unis ne possèdent pas seulement les clubs de motards les plus puissants, ils les ont inventés. Et 77 ans plus tard, l'Amérique contrôle toujours la culture mondiale des clubs de motards hors la loi grâce à des organisations si sophistiquées qu'elles fonctionnent comme des multinationales. Les Hells Angels sont le club de motards le plus reconnu de l'histoire et comptent plus de 6000 membres répartis dans 592 chapitres dans 66 pays. Les Bandidos, fondés à San León, Texas, en 1966, se sont étendus à 3000 à 3500 membres dans 303 chapitres répartis dans 22 pays, ce qui en fait le deuxième plus grand club au monde. Les Outlaws, établis en 1935, sont le plus ancien club de motards hors la loi sur Terre, avec plus de 1700 membres répartis dans 176 chapitres, dominant principalement la région des Grands Lacs. Avec les Pagans, ces Big Four génèrent environ $1 milliard de revenus illégaux chaque année, tandis que les gangs de motards hors la loi contrôlent 40% du trafic de drogue dangereux aux États-Unis. Ils gèrent des opérations de trafic d'armes, des réseaux de prostitution, des systèmes d'extorsion et des services de tueurs à gages, avec des structures organisationnelles que les forces de l'ordre peinent à infiltrer. Mais ce qui démontre réellement la puissance des clubs de motards américains, ce ne sont pas seulement les chiffres ou les revenus. C'est ce qui s'est produit en plein jour dans un restaurant du Texas lorsque 2 clubs sont entrés en guerre. C'était le 17 mai 2015, lorsque près de 200 motards se sont rassemblés au restaurant Twin Peaks, à Waco, Texas, pour une réunion régionale. Les Cossacks étaient déjà arrivés lorsque les Bandidos sont apparus. 18 policiers de Waco et 4 agents de l'État étaient positionnés à l'extérieur pour surveiller la réunion. Ils savaient que des problèmes allaient survenir. Vers 12h15, une bagarre a éclaté. Les caméras de surveillance ont tout enregistré. Les motards ont échangé des tirs avec des pistolets sur le parking. Puis des armes automatiques ont été utilisées. Des familles dans des restaurants voisins se sont jetées à couvert, alors que des balles sifflaient dans l'air. La fusillade a duré environ 2 minutes. Lorsqu'elle s'est terminée, 9 motards gisaient eux morts, 7 Cossacks, un bandido et un motard non affilié. 18 autres ont été blessés. Les forces de l'ordre ont arrêté 177 personnes sur place pour participation à une activité criminelle organisée, fixant des cautions à $1 million chacune. Il s'agissait de la fusillade de motards la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. Le conflit ne concernait ni la drogue ni l'argent. Il s'agissait d'un patch. Les Bandidos, fondés au Texas, maintiennent un contrôle strict sur les clubs autorisés à porter le rocker Texas sur leur gilet, le patch revendiquant la propriété territoriale. Les Cossacks, un club plus petit en expansion dans l'est du Texas, ont commencé à porter ce rocker sans l'autorisation des Bandidos. Selon les actes d'accusation fédéraux, le vice-président national des Bandidos, John Portillo, a déclaré que le club était en guerre avec les Cossacks dès 2013. La police disposait d'informations indiquant que la violence était probable.
Elle a positionné des agents à l'extérieur avec des fusils. Lorsque la fusillade a commencé, ils ont participé, tirant sur des motards armés et tuant au moins 4 des 9 morts. 177 motards ont été arrêtés, mais l'accusation n'a pas réussi à prouver son dossier et, au final, aucune personne n'a été condamnée. Toutes les charges ont été abandonnées en 2019 après un fiasco judiciaire de 4 ans. Un seul motard a été jugé, Christopher Jake Carizal, président du chapitre des Bandidos de Dallas. Son procès s'est terminé par un procès nul. Les procureurs ont abandonné. Les clubs sont repartis libres. Les Bandidos contrôlent toujours le territoire du Texas. Les Cossacks portent toujours le rocker Texas. Et personne n'a été tenu responsable de la fusillade de motards la plus meurtrière de l'histoire américaine. C'est cela, la puissance des clubs de motards américains. La capacité de mener une guerre ouverte sur un parking de restaurant en plein jour. De tuer 9 personnes, d'en blesser 18 autres et de ne subir aucune conséquence juridique. Parce que le système n'a pas pu condamner même avec des preuves vidéo et des centaines de témoins. Plus de 300 gangs de motards hors la loi actifs opèrent aux États-Unis, allant de chapitres uniques de 5 membres à des organisations internationales comptant des milliers de membres. Les Mongols ont pris le contrôle du sud de la Californie aux Hells Angels dans les années 1980. Les Pagans contrôlent la côte Est avec des liens avec la mafia italienne et l'Aryan Brotherhood. Les Sons of Silence dominent les États des montagnes. Les Black Pistons servent de vivier de recrutement pour les Outlaws, avec plus de 70 chapitres. Chaque pays de cette liste a appris de l'Amérique. Ils ont importé des clubs américains, copié leur structure et adopté leurs traditions. Et 77 ans après la création des Hells Angels sur un parking californien, les États-Unis continuent de faire mieux que tout le monde. Les États-Unis n'ont pas seulement construit les clubs de motards les plus puissants. Ils ont construit un système que tous les autres pays copient. 10 pays où les clubs de motards sont devenus suffisamment puissants pour diviser des nations, défier des gouvernements et exploiter des réseaux criminels valant des milliards qui ont survécu à toutes les tentatives de les éliminer.